Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'Africa Newsroom, votre émission qui fait au quotidien un tour d'horizon de l'actualité africaine. Qu'avons-nous au programme? Eh bien, tout d'abord, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ancien leader de la jeunesse patriote de Côte d'Ivoire. Ils se sont exprimés, effectivement, la défense de Charles Blé Goudé s'est exprimée. Nous y reviendrons. Nous avons également au menu les préparatifs de l'élection présidentielle à venir au Bénin. Elle aura lieu le 28 février. Nous allons tenter de savoir si la Sénat, la commission électorale, est véritablement prête. Et en fin d'émission, nous ferons un tour d'horizon économique du continent africain avec notamment le Nigeria, le Togo et le Mali. Pour discuter de tous ces sujets d'actualité, nous avons sur ce plateau deux éditorialistes. Soyez le bienvenu, Daoud Attal. Merci Marie-Angèle, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue également à vous, Samuel Ngembok. Merci Marie-Angèle, bonsoir. Voici l'info du jour. Le procès donc, de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien leader de la jeunesse patriote Charles Blé Goudé. Un procès qui cristallise l'attention des Ivoiriens, mais pas uniquement, des Africains, de tous ceux qui s'intéressent à ce procès. D'ailleurs, diffusé sur Africa 24. Charles Blé Goudé en personne s'est exprimé ce mardi, ainsi que ses avocats. Il a donné son avis sur les causes de sa détention et il s'est longuement défendu avec notamment des arguments visuels à l'appui. Explication de Graziella Chakunte. Il le voulait coupable à tout prix. Les avocats de Charles Blé Goudé sont entrés dans l'arène ce mardi à La Haye. Leur stratégie, démonter l'argumentation du procureur en présentant une version de la crise post-électorale ivoirienne aux antipodes de celle développée jusqu'ici. Pour la défense, l'ex-ministre de la Jeunesse est un coupable préfabriqué. Si par exemple la violence éclatait à la suite des discours de M. Charles Blé Goudé, il pourrait faire l'objet de poursuites. M. Luis Moreno Ocampo avait dit: pour nous, honorables juges, ce communiqué ne traduit pas une maladresse du procureur. Il révèle bien la partialité d'un procureur qui a laissé son fort intérieur être gagné par les préjugés. M. Charles Blé Goudé n'était pas le seul acteur politique ivoirien à faire des discours. D'autres leaders politiques avaient appelé leurs partisans à manifester pour réclamer le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir par tous les moyens. Et ce, quelques jours avant que le communiqué du procureur ne soit rendu public. Et il le savait. Comme support des éléments sonores et vidéo, l'ex-leader de la galaxie patriotique y est aperçu aux côtés d'activistes pacifistes, de quoi déstabiliser l'accusation qui a dressé de lui un portrait d'instigateur de violence. Mais avec un charisme que même ses détracteurs lui reconnaissent, Charles Blé Goudé a tenu à nourrir de son propre témoignage sa défense. La justice, il ne faut pas la fuir. Surtout quand on ne se reproche rien. En tout cas, moi, Monsieur le Président, dans mes relations avec mes concitoyens, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Aucune. C'est pourquoi je me tiens devant vous avec assurance, avec confiance. Parce qu'aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Beaucoup de personnes accusent la CPI d'être une cour politique qui jugerait déjà les leaders politiques ivoiriens ou africains qui y sont transférés avant même que ceux-ci ne soient jugés. Vous avez bien fait, Monsieur le Président. Vous avez très bien fait, dès l'ouverture de ce procès, d'indiquer l'impartialité avec laquelle votre cour entend diriger ce procès. Cela va rassurer beaucoup de monde. Quant à l'accusation, malheureusement, elle transporte au sein de la Cour les thèses de propagande des médias proches et favorables à nos adversaires politiques et de tous leurs relais qui, à travers divers articles de presse et
et autres rapports nous avaient déjà jugés et condamnés, mon co-accusé et moi. Face à cette contre-attaque musclée, les observateurs s'interrogent. Le dossier d'accusation sera-t-il solide face à une défense prête à en découdre? Pour l'heure, une chose est certaine, la partie s'annonce plus que serrée. Samuel, avant d'entrer dans le détail, dites-nous ce que vous avez retenu d'intéressant, de fort dans le discours de Charles Blé Goudet qu'on a pu entendre ce mardi. Je pense que Blé Goudet était dans son rôle. Il a tout simplement ravivé la ligne de défense qui a été développée depuis que l'exposé préliminaire des avocats de Laurent Gbagbo et ses avocats ont pu développer depuis hier. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est sa façon de présenter les faits. Il joue sur à la fois la responsabilité qui a été la sienne sur les questions politiques ivoiriennes. Dans sa vie politique, dans sa capacité de mobilisation populaire, il a mis en avant le fait qu'il était un rassembleur. Il a mis en avant le fait qu'il était un homme de paix et il est resté conforme et fidèle à cette ligne de défense en projetant des éléments audiovisuels qui démontrent très bien qu'il était un rassembleur, un homme de paix, en montrant d'ailleurs l'ouverture qu'il a pu engager vis-à-vis de ses adversaires politiques. Et sur le plan opérationnel aussi, il a montré à quel point il a essayé de galvaniser les populations pour assurer l'intégrité territoriale ivoirienne. Maintenant, est-ce que cela sera apprécié par les juges ou pas? Je pense qu'il était dans son rôle. Voilà. On va demander à Daouda, justement, qu'avez-vous pensé de cette stratégie mise en place par la défense de Charles Blé Goudet? Bon, on pouvait y s'y attendre, effectivement, puisque la ligne de défense a toujours été la même pour les co-accusés d'ailleurs. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que, tout à fait, comme Samuel, il est dans son rôle. Maintenant, c'est trop tôt pour se prononcer sur l'efficacité même de cette stratégie de défense, étant donné que l'accusé... Est-ce qu'elle vous a interpellé, par exemple, cette stratégie? Oui, tout à fait. Elle m'interpelle dans la mesure où on sait très bien qu'il y a eu deux camps qui se sont affrontés. Ça remonte à très loin. À partir de ce moment-là, il y a forcément des victimes des deux côtés. Et donc, ce qui est marquant dans ce procès, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que les accusés d'un camp. Bon, évidemment, le procureur a apporté des précisions en disant que les poursuites sont en cours. Bon, donc pour moi, aujourd'hui, je pense que il est dans son rôle et il surfe également sur la vague de contestation africaine des Africains vis-à-vis de cette cour pour essayer de trouver une faiblesse à l'accusation. On verra bien si ça fonctionne. Et la cour a aussi insisté sur son impartialité. Un petit événement qui a justement suscité beaucoup d'attention, beaucoup de réactions, c'est le fait que le signal de la CPI ne soit pas disponible pendant un laps de temps. Est-ce que vous aussi, vous êtes interrogé sur les raisons qui auraient pu pousser à cela? Oui, enfin, j'ai été interpellé parce que je suivais avec beaucoup d'intérêt ce procès, mais je range tous ces dysfonctionnements sur le plan technique. Je pense que c'était des dysfonctionnements techniques qui n'ont pas permis une retransmission fidèle et continue de toutes ces déclarations. Je pense que rien n'est parfait, même la technologie montre parfois ses limites. Vous pensez effectivement, Daouda, que la CPI n'aurait donc aucun intérêt à supprimer la diffusion de ce procès? En tout cas, si c'est fait sciemment, Marie-Angèle, ça veut dire que c'est quand même un gros problème si c'est fait sciemment, et ce serait même pas une bonne stratégie, puisque hier on a suivi toute la journée le procès. C'est le procès de la France-Afrique qui est fait d'abord. Et à ce titre-là, est-ce qu'il y aurait des manipulations de gauche à droite, des pressions sur la CPI? Bon, moi, comme Samuel, je préfère ne pas le croire. Mais encore une fois de plus, en tout cas, ce ne serait pas une bonne stratégie de la part de la CPI, puisque sa crédibilité dépend de la transparence vis-à-vis de ce procès. Bon, pour revenir un peu sur le fond de ce qui a été dit, notamment par Charles Blé Goudet, il a évoqué le fait qu'il y ait une division en réalité factice de la Côte d'Ivoire, qu'il n'y ait pas véritablement un nord musulman et un sud catholique. Pourquoi, à votre avis, évoquer cette question-là? Et est-ce important?
Je pense qu'il prend là le contre-pied de ce qui a été développé par l'accusation, qui a voulu montrer la dimension identitaire de cette division, de montrer les clivages interethniques dans la société ivoirienne. Il prend le contre-pied et il a des arguments pour le démontrer. Et il le démontre parfaitement, c'est un bon orateur. Il démontre très bien qu'au nord, il n'y a pas que de musulmans, il n'y a pas que de chrétiens au sud, et que le sud n'est pas surpeuplé de chrétiens ou de musulmans. Ce sont des sociétés qui sont composites, qui s'enchevêtrent, qu'on soit Dioula ou Bété ou Ébrié. Donc, ce sont des ethnies qu'on retrouve dans l'ensemble de la classe politique ou dans les sociétés politiques ivoiriennes. Il a aussi rajouté qu'il fallait arrêter de faire référence à la religion ou à l'ethnie. Est-ce possible dans ce cas de figure, en l'occurrence ce procès Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, qui concerne la crise post-électorale? Oui, il y a peut-être des velléités ethniques de base, mais je ne crois pas qu'on puisse scinder la Côte d'Ivoire en deux sur la base de l'appartenance ethnique et ou religieuse, parce que quelque part quand même, les ethnies ne peuvent pas représenter une clé de lecture efficace de la crise, même si il peut y avoir quelques considérations, mais elles ne doivent pas être majeures à mon avis. Et est-ce que ces arguments ont été véritablement étayés par justement ce qu'il qualifie de preuves, en tout cas visuelles, qu'on a observées cet après-midi? Je pense qu'il reviendra au juge d'apprécier la véracité et l'efficacité de cette ligne de défense. À mon sens, le sentiment que j'ai pu avoir, c'est une sorte de distanciation par rapport aux éléments fondateurs de ce procès. Je pense que la défense essaie de prendre des éléments à son compte, bien évidemment, et rester cohérent par rapport à la ligne. Le fait de revenir sur des questions préélectorales et partir même parfois des années 90, faire référence à l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, permet aussi de perdre beaucoup de temps et sans toutefois apporter des éléments bien ciblés sur la nature et le fond du procès. Et il a semblé aussi rejeter un peu la responsabilité sur les candidats à cette élection présidentielle en disant qu'effectivement, lui avait lancé des messages à la retenue, lancé des messages pour appeler au calme, mais qui étaient rendus inaudibles par justement ces candidats à l'élection présidentielle. Oui, il a même dit que Alassane Ouattara n'a jamais négocié. Bon, ça, il faut mettre ça dans le compte de la défense, effectivement. Mais je pense qu'à ce niveau-là, pour revenir juste un petit peu rapidement sur la médiation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, ça avait quand même ouvert une porte de dialogue pour permettre les élections de 2010. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut pas parler de candidats qui avaient été empêchés ou quoi que ce soit. Donc ça reste, les élections ont eu lieu, ça reste maintenant l'enjeu reste sur cette crise post-électorale. Juste rappeler, pour terminer là-dessus, c'est que la Cour pénale internationale ne peut pas juger les faits avant 2002, juillet 2002. Elle serait incompétente. Donc à partir de ce moment-là, ça ne sert à rien de remonter beaucoup plus loin. Est-ce que vous avez trouvé, Samuel Gembok, Charles Blé Goudé éloquent? Parce qu'on l'a même vu s'exprimer à un moment donné en anglais face à la CPI. Tout à fait. Il montre très bien qu'il est cohérent par rapport aux déclarations introductives. C'est-à-dire qu'il montre au juge qu'il est serein et que cette capacité à s'exprimer n'est pas du tout entamée, n'est pas du tout entachée par la profondeur ou l'importance de ce procès. Là où je voudrais encore revenir sur un élément important, c'est de montrer que Daouda l'a relevé, le fait de remonter loin dans l'histoire ne pourra peut-être pas jouer en faveur de la défense. Je pense encore une fois qu'il est important de cibler les points importants et d'essayer de les justifier. Le fait d'évoquer les responsabilités d'autres acteurs dans le procès montre qu'on a accepté on a commis ces actes et donc faites aussi appel aux autres. Et finalement, on pourra dire, dans ce cas, le procès est clos. Le procès est fermé, comme vous reconnaissez que vous avez commis ces crimes parce que vous appelez la responsabilité des autres. Donc vous avouez
par cet acte, par cette défense, que vous avez commis ces crimes. Il semblait se dédouaner, en tout cas, justement, dans ses propos, en le disant malgré tout. Tout à fait. Il a appelé également à la paix et à la réconciliation. Il compte sur le président, notamment de la Cour, pour que la vérité soit dite. Est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est crucial qu'il appelle justement à la réconciliation en Côte d'Ivoire pour donner une image positive du détenu qu'il est? Oui, en tant que citoyen ivoirien, c'est normal. Maintenant, cet appel à la Cour, je ne pense pas que ce soit utile, puisque la Cour n'est pas là pour permettre la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une problématique qu'il faut soulever au niveau national. Donc la Cour, elle est là pour juger et donner justice au profit des victimes. Et donc là-dessus, il faut bien que la défense, à mon avis, se concentre vraiment là-dessus et ne pas s'éparpiller. Mais bon, on n'était qu'à l'introduction. C'était les premiers jours de la défense, donc c'est normal de replacer les faits dans leur contexte historique, etc. Mais à un moment donné, va falloir abandonner cette ligne de défense et rentrer dans le fond du procès. Est-ce que vous trouvez que ce procès est de nature à apaiser les tensions en Côte d'Ivoire qui existaient ou qui existent toujours, pour certains? Je pense qu'il est important, et le fait d'ailleurs que le procès soit diffusé est une très bonne chose. Je pense que les Ivoiriens vont voir les responsabilités de chacun des acteurs dans la crise post-électorale ivoirienne. Et c'est important que tout le monde sache exactement qui a fait quoi et qu'est-ce qui a été véritablement fait. Jusque-là, personne n'a eu accès à un procès équitable. Personne n'a eu accès à l'éclairage ou à la transparence de tout ce qui a été commis comme abomination ou violation massive des droits de l'homme. Donc je pense que c'est important pour ce procès d'être déroulé. Parmi ceux qui sont patients, j'en suis un. Je pense qu'il est important de laisser tout le temps nécessaire pour que tous les éléments de preuve soient fournis et que non seulement les juges apportent leur appréciation sur les faits qui seront développés, mais que l'ensemble de la communauté ivoirienne et africaine puisse apporter elle-même aussi son appréciation de la situation. Merci. Nous allons à présent marquer une courte pause, le temps de revenir plus tard sur ce plateau et d'évoquer les enjeux liés à l'élection présidentielle à venir au Bénin le 28 février prochain. À tout de suite.